Bonjour à tous, merci de suivre ce nouvel épisode d'Alès Aglo l'émission. Voici le sommaire du mois de juin. Pouvoir se déplacer est une liberté primordiale. La rubrique On en parle de ce numéro sera donc consacrée à la mobilité sur le territoire. Le président d'Alès Agglomération sera en plateau pour apporter des éléments de réponse. Le premier dimanche de chaque mois, les passionnés de Sevens & Cars se rassemblent au champ de foire. Nous avons rencontré l'un d'entre eux dans le Zoom sur. On restera dans l'automobile avec une nouvelle rubrique, le Pôle Méca. Charline du pôle mécanique Alès-Cévennes reviendra sur la dernière actu du circuit, l'obtention d'une autorisation de rouler 24 heures sur 24 pour les véhicules électriques. Elle a créé la première agence de voyage du Gard qui organise des séjours adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap. Un projet pour lequel elle a remporté le premier prix du défi jeune d'Alès Audace. L'entrepreneuse Mélanie Dubs sera en plateau dans l'écho de l'écho. Le pélardon est une spécialité culinaire cévenole incontournable. La saga Made in Cévennes le met à l'honneur dans cet épisode. Julien Sugier est notre météorologue local. Passionné de météo depuis l'enfance, il a créé sa propre entreprise spécialisée dans le domaine, à Alès et chasse même les tornades. Laura le recevra dans Talent d'ici. Enfin, notre chroniqueur Romain vous partagera les événements à ne pas rater sur le territoire d'Alès Aglo ce mois-ci. Bonjour Christophe Révinck. Bonjour Laura. Aujourd'hui on parle de mobilité. C'est un vrai sujet car le territoire d'Alès Agglomération est très étendu et plutôt en zone rurale d'ailleurs. Se déplacer est donc un enjeu ici. Il y a eu beaucoup de réflexions menées sur la mobilité ces dernières années et aussi beaucoup de choses qui ont été testées. Alors un peu plus dans le détail, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi la mobilité est complexe ici. Quelles sont les contraintes particulières à notre territoire ? Écoutez, tout d'abord, il y a des contraintes qui sont liées à la taille du territoire. Vous savez, dans notre beau pays qu'est la France, vous avez les grandes métropoles, la région parisienne, qui sont dotées de transports en commun très développés depuis des années, liés à leur nombre d'habitants, liés au mode de financement. Donc quand on est dans une métropole, que ce soit Montpellier, Marseille, Lyon, Toulouse, vous avez même des métros parfois, vous avez des tramways, vous avez des bus et vous avez surtout des millions d'euros pour les financer. Dans les territoires dits à taille humaine, Alès et tous les autres territoires identiques en France, il y a beaucoup plus de problèmes de financement puisque les transports en commun sont financés principalement par ce qu'on appelle le versement mobilité. C'est une taxe que payent les entreprises de plus de 11 salariés en CDI et qui permettent de financer le transport du quotidien. Et qui plus est, suivant les tailles de territoire, et vous allez voir la complexité de notre beau pays, à Paris, c'est une régie qui gère ça, la RATP, et ici, c'est un syndicat mixte des transports du bassin d'Alès en l'occurrence, où l'agglomération d'Alès et la région Occitanie, qui sont tous les deux ce qu'on appelle des autorités organisatrices de mobilité, des AOM, gèrent ce territoire. Et c'est extrêmement complexe, donc l'agglo est compétente en matière de mobilité, la région est compétente en dehors des agglomérations, oui. Et donc ensemble, nous avons décidé, c'est pas le cas partout, dans le cadre d'une optimisation de la gestion, de travailler ensemble à égalité entre la région et l'agglomération à travers un syndicat que je préside, qui est vice-présidé par le vice-président de la région au transport, vous voyez, et nous travaillons ensemble au développement d'un transport du quotidien sur un bassin qui est plus grand que l'agglomération, puisque c'est 84 communes, qui est lié d'ailleurs au lycée. On y reviendra, je pense, et qui nous permet aussi de permettre à la ruralité notamment, mais aussi à ceux qui habitent dans la ville-centre, dans Alès et dans la périurbanité, de se déplacer le plus facilement possible. C'est complexe, c'est pas naturel ici sur ce type de territoire. Il y a beaucoup moins de moyens que dans les grandes métropoles, je disais tout à l'heure, et pour autant, nous sommes obligés notamment de transporter des élèves, et c'est à ce titre-là qu'à l'époque ont été développés ces réseaux de transport. Alors avant de parler de l'offre de transport en commun, justement, on va écouter le micro-trottoir tourné à ce sujet. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et je trouve que c'est très bien. Du coup, on peut se garer sur les extérieurs et promener en ville en toute sérénité. Tout ce qui est navette, je trouve que la mairie fait du bon boulot. Dans le sens, toutes les navettes à centre-ville, c'est gratuit. Pour toutes les personnes âgées, peuvent faire leurs courses, c'est sympa. Les navettes gratuites, je les utilise facilement. En plus, avec au niveau de l'accessibilité, c'est bien avec les poussettes et les enfants. Je trouve que c'est assez simple d'utilisation. Il y a des bus, mais suivant les villes, le dimanche, on n'a rien. Il y a eu des efforts de fait avec des pistes effectivement cyclables. Mais il y a des fois, les efforts sont un petit peu, comment je dirais, un petit peu vains. Par exemple, vers Clavière, il y a eu des marques qui ont été faites au sol pour réserver un couloir pour les vélos. Mais le revêtement est tellement mauvais
sur ces endroits-là que c'est impossible d'y circuler. Dire aux gens que, que ces navettes vont un peu de partout, pas qu'à centre-ville. Il y a des navettes qui vont un peu dans toute l'agglomération au centre-ville d'Alès. Peut-être l'amélioration de l'application navette Allez-y. Le covoiturage, déjà écologiquement, je trouve que c'est pas mal. Et puis voilà, puis les gens qui n'ont pas les moyens, effectivement, ça pourra leur permettre de faire des distances un petit peu plus longues et à coût amoindri. Pour faire des économies ou faire des rencontres en même temps aussi, c'est moins cher pour faire des longues distances. Alors d'abord, on entend que le service de navette électrique gratuite plaît beaucoup en centre-ville d'Alès. Alès a été l'une des premières villes à lancer un tel service. Quelle était la volonté à l'époque ? Écoutez, c'était lié un peu aux états généraux du cœur de ville. On s'est aperçu qu'il fallait faciliter l'accès au cœur de ville pour toutes et pour tous. Ça a été l'une des décisions prises en 2017 sur le cœur de ville. À l'époque, nous avions créé une navette de cœur de ville qui avait pour objectif de rejoindre tous les parkings en périphérie, donc ça partait de la Maréchale, la place des Martyrs de la Résistance, le champ de foire, le marché de l'Abbaye. Donc c'était une navette qui permettait à toutes les personnes qui se garaient dans les parkings de circuler. Puis on s'est aperçu que c'était un grand succès, donc on a créé une deuxième navette, et puis une troisième navette qui permettait de rejoindre, on va dire, les endroits les plus habités, comme la Grande Rue Jean Moulin, donc la orange, la verte et la bleue, qui sont les trois couleurs de la ville d'Alès, et donc électrique, donc qui ne pollue pas et qui, tous les quarts d'heure, et c'est surtout ça, c'est pour ça que ça fonctionne très bien, c'est que tous les quarts d'heure au maximum, où qu'on soit dans le cœur de ville, on va avoir une navette passée, sachant que j'avais eu l'idée à l'époque qui avait fait sourire, mais que j'avais eu d'ailleurs en regardant les rames de tramway à Montpellier. Je cherchais une station de tramway à Montpellier et je me suis dit, tiens, il y a des rails là, j'ai suivi les rails, je suis arrivé à la station. Donc je me suis dit, puisqu'on n'aura pas de rails pour les navettes, et tant mieux, mais écoutez, on va faire des traits de couleur et comme ça, dès qu'on croise un trait vert, bleu ou orange, on sait que même si on s'arrête là, on va voir une navette passer. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs des grands bus de ville où il faut trouver l'arrêt. Donc c'est pas ça. Donc c'est vraiment la bonne idée. Elle s'arrête n'importe où. C'est plus de 100 000 personnes qui la prennent chaque année. Mais c'est surtout plus de la moitié de la population qui la plébiscite. Ça veut dire que même sans s'en servir, on a besoin de ce service. C'est un truc de dingue d'ailleurs. On s'aperçoit que les gens qui disent non, mais je m'en sers pas, mais c'est génial que ce soit là parce qu'on ne sait jamais, un jour, je peux en avoir besoin. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'étais à une réunion de quartier. Il n'y a pas une réunion de quartier sans qu'on me demande les extensions de navettes. Donc j'en profite aussi pour répondre. Il n'y aura pas d'extension de navettes. C'est des navettes de cœur de ville qui sont liées au centre de l'agglomération. On ne peut pas les étendre. Parce qu'il faut comprendre que financièrement, les transports, c'est près de 17 millions d'euros qu'on finance, je dis, avec le VM, versement mobilité, avec la région, avec l'agglo qui paye. Et puis après, il y a moins de 10%. Donc c'est à peu près 1 100 000 euros de recettes sur 17 millions d'euros qui sont liés au titre de transport payé. Oui, on c'est y minime. reviendra avec la mise en place de nouvelles lignes de bus, justement. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut que les gens entendent. Ça veut dire qu'on ne paye pas son bus, on paye moins de 10%. Quand on prend un ticket, on paye moins de 10% du coût de la gestion des bus. Donc voilà, tout ça, ça a ses limites. Alors on ne peut pas parler de mobilité sans parler de transition énergétique. Il y a une ambition de décarbonisation, il me semble, des transports à Alès. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ah oui, tout à fait. Bon, les navettes électriques, on vient d'en parler, donc il n'y a pas d'émission de microparticules en cœur de ville. Puis j'ai décidé, il y a un peu plus de 2 ans, de passer un biocarburant pour les bus de ville, donc le HVO, qui permet de diminuer, je crois que c'est 460 tonnes de CO2 en moins grâce à ces bus. Et en fin d'année, et ça c'est aussi une fierté, grâce à la bonne gestion des syndicats, j'ai décidé de remplacer l'ensemble des bus de la ville, donc en partie urbaine et périurbaine, par des bus électriques. Donc il n'y aura plus aucune émission liée de particules, de carbone, liée au transport dans la ville grâce à ces bus électriques, puisque maintenant, avec les nouvelles technologies, on arrive à pouvoir tourner toute la journée avec des bus à batterie. Donc oui, en ville d'Alès aujourd'hui, il n'y aura plus un bus qui va polluer 1 gramme de CO2 et c'est magnifique. Et concernant maintenant l'ensemble de l'agglomération, parce que c'est plutôt là que se trouve le vrai défi pour la mobilité, depuis 2021 et la création de la marque Allez-y, il y a une volonté de créer une offre de mobilité plus cohérente partout sur l'agglomération. Concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place ces dernières années pour améliorer ou étendre cette offre ? Vous savez, je l'ai dit souvent, la mobilité, c'est la première des libertés. Si on est assigné à résidence, écoutez, on perd quand même beaucoup de chances de vie pour aller se soigner, pour aller travailler, pour aller à l'école, pour aller faire ses courses. Donc tout le monde n'a pas une voiture, même si la très grande majorité de la population a une voiture. Je vois souvent des personnes qui n'en ont pas, donc il faut leur
donner la possibilité de se déplacer partout sur le territoire. Autre point aussi, si on veut défendre la ruralité, et c'est mon cas, c'est-à-dire maintenir la vie dans les villages, il faut aussi rejoindre ces villages à la ville, à la fois bien sûr quand c'est possible par des services publics, mais aussi et surtout avec la possibilité de se déplacer. Voilà. Donc on ne peut pas aller partout, on n'a pas les moyens, je vous ai dit 17 millions d'euros, on ne peut pas faire le réseau de transport urbain de la ville de Paris, on n'en a pas les moyens, ça coûterait 10 fois plus cher par exemple. Donc il faut développer des choses. Depuis 2020, j'ai développé aujourd'hui plus de 80 opérations nouvelles, soit lignes nouvelles, soit renforcement de lignes, soit effectivement transport à la demande, soit surtout principalement des navettes, on va dire, mais pas celles gratuites du cœur de ville, mais qui permettent de rejoindre les communes de la périurbanité vers le cœur de ville. C'était des demandes des habitants et je suis très heureux de dire que à Isocoute, si on peut s'exprimer ainsi, on a pu développer considérablement et c'est une volonté forte que j'ai de développer. Donc voilà, et puis après, il y a des nouveaux services comme les vélos, je pense qu'on va y venir, et comme le covoiturage, qui est pour moi quelque chose de très important, notamment pour les endroits où il n'y a pas de bus. Parce qu'il faut penser que je n'irrigue pas toute l'agglomération. Le territoire des bus, c'est plus de 1000 km². Je ne sais pas si on se rend compte ce que c'est, 1000 km². C'est une surface immense, comme une grande partie de l'Île-de-France, par exemple, en taille. Et donc, effectivement, quand vous habitez, j'en sais rien, moi, Bessèges, Portes, ou Brignon au sud, ou Saint-Hippolyte-du-Fort, écoutez, c'est pas simple pour tout le monde de venir, ne serait-ce qu'au lycée. Et moi, l'important, c'est les élèves, puisque vous savez qu'on mise beaucoup sur l'enseignement, sur l'éducation, donc les transporter me paraît être quelque chose d'essentiel. J'aimerais rester sur les bus d'abord. Comment les trajets des nouvelles lignes de bus sont-ils déterminés ? Quels sont les critères en fait pour créer une nouvelle ligne ? Pour créer une nouvelle ligne, tout d'abord, il faut des besoins. Ensuite, il faut bien sûr trouver les endroits où les personnes résident le plus et voir les endroits qui se développent le plus démographiquement. Donc on a des communes qui construisent beaucoup, qui ont de plus en plus d'habitations et d'habitants. Et donc à partir de ce moment, on essaie justement de renforcer cette attractivité des communes en développant les services de bus notamment, mais pas que. Et tout ça, bien sûr, en liaison avec les élus locaux qui me font des demandes. On étudie, on a des bureaux d'études qui regardent, que ça ne fasse pas doublon avec une autre ligne, que ça puisse avoir des correspondance avec d'autres bus, parce que l'idée, bien sûr, vous l'avez bien compris, dans le réseau de transport qui a été développé, c'est de pouvoir correspondre, c'est-à-dire si vous allez de l'est à l'ouest, du nord au sud ou du nord à l'ouest, vous allez, en passant par l'est, pouvoir trouver toujours un bus qui va vous amener sur la destination. Et aujourd'hui, mailler un réseau, le monter, c'est quelque chose de très très compliqué. Ça, c'est des spécialistes. En l'occurrence, nous, c'est Keolis qui le monte, c'est pas moi. Mais en l'occurrence, c'est de s'approcher, sans pouvoir dire oui à tout, au plus près des attentes de la population. Alors on ne s'en rend pas forcément bien compte, mais j'imagine que justement développer une nouvelle ligne de bus, ça coûte cher. Oui. Combien ça représente en fait le coût d'un ticket ? Quel est son coût réel ? Alors le coût d'un ticket, globalement, c'est à peu près 13-14 euros. D'accord ? On a 2 600 000 voyages par an. 2 600 000, c'est énorme quand on dit ça comme ça. Et c'est peu si on se compare avec Paris et la population, parce que les réseaux sont beaucoup moins denses. Donc du coup, quand vous prenez un ticket, que vous prenez 1,10 €, 1,20 €, si vous pouvez avoir des abonnements aussi, vous savez qu'il coûte à la collectivité 12 à 13 euros. Suivant, alors ça dépend, si on vient de loin, ça coûte plus cher, si on vient de près, ça coûte moins cher. Mais en moyenne, on va dire, on est sur des trajets qui reviennent à 13 euros le trajet et on en paye 1,20 €. C'est-à-dire à peine 10%. Et ça, il faut que les gens l'entendent. Quand on me demande des nouveaux bus, j'aimerais tant dire oui. Quand les gens dans les réunions de quartier ou ailleurs me disent j'aimerais une navette, j'aimerais dire oui, bien sûr, demain vous en avez une. Il y a plusieurs problèmes qui se posent. Déjà, trouver les bus. Ensuite, trouver les chauffeurs. Et là, je fais aussi un appel à la population. Sachez que ça recrute beaucoup chez les conducteurs de bus aujourd'hui. Beaucoup de sociétés de transport en car ont du mal à recruter. Donc, on peut passer son permis. En plus, je crois que France Travail en paye une partie pour certains, dans certains cadres. Donc, à partir de ce moment-là, il y a du boulot. C'est un boulot tout à fait sympathique, semble-t-il, d'après si j'écoute les chauffeurs. Et puis voilà, donc c'est quand même pas simple de créer une ligne. Trouver le bus, trouver le chauffeur, pouvoir monter les correspondances. Voilà, bon, c'est un gros travail, mais on est aidé pour ça. On a des services quand même qui se développent très très bien là-dessus. Vous avez rapidement évoqué le covoiturage. Ça semble en tout cas être une solution pour améliorer l'accessibilité dans le territoire et aussi pour pallier au transport en commun. Alors un nouveau service va bientôt être lancé prochainement. On va en parler, mais d'abord j'aimerais parler du covoiturage public. Il y a quelques années, il a été testé sur le territoire. Aujourd'hui, finalement, il est globalement utilisé par les étudiants. On ne peut pas dire que ça a fonctionné vraiment à très grande échelle. Pourquoi, d'après vous ?
Je ne sais pas trop. Est-ce que c'était un peu trop tôt? Est-ce que les gens ici, justement, n'ont pas encore tellement ces besoins? Je ne sais pas, mais il faut savoir parfois de temps en temps anticiper les mouvements qui vont arriver. Je suis persuadé qu'à 5 à 10 ans, on aura tous du mal, pour beaucoup de personnes, de se payer des voitures. Ça va être de plus en plus compliqué. Surtout si on passe tous à l'électrique, ça coûte excessivement cher. Hein. Donc, il va y avoir de plus en plus de besoins de covoiturer. Et puis, il va falloir la garer, sa voiture, avoir des parkings. Il va falloir l'entretenir, ça coûte très cher. Donc voilà, je crois au covoiturage à moyen terme. Mais j'ai voulu vraiment anticiper. Alors, on n'a pas eu de chance, entre guillemets. On l'a lancé 6 mois avant la crise Covid. Oui, ça a joué aussi. Donc, du coup, allez-y en covoiturage. Donc, on a lancé une application. Et puis, on a voulu être très moderne, c'est-à-dire anticiper vraiment. Je crois qu'on était la première ville de France, ou le premier territoire, à mettre en œuvre ce que j'avais souhaité être le covoiturage public. C'est-à-dire, c'est pas la chienlit, c'est pas un Blablacar bis ou je ne sais quoi. C'était quelque chose d'organisé dans laquelle la collectivité, donc l'agglomération, le syndicat des transports, arrivait à gérer les covoitureurs et les covoiturés. Ça passait par nous. On faisait payer comme pour le bus. C'était l'objectif, puisqu'au début c'était gratuit, et on rémunérait surtout le covoitureur. Et il se trouve qu'on a eu beaucoup d'appels de covoitureurs, des gens qui étaient prêts à amener quelqu'un avec eux, c'est normal, vu qu'on les payait. Un peu moins de covoiturés, mais quand même, on est arrivé à plus de 1600 ou 1700 covoiturages par mois. C'est pas mal sur ces derniers mois, mais voilà, il a fallu, je pense, essayer de se moderniser. Moi, je suis très ouvert. Alors, vous savez, se dire, bon, c'est pas exactement ce qu'on attendait. Donc, on s'est reposé la question, on a trouvé une nouvelle application, un nouveau partenaire. Oui, justement, ça va bientôt être lancé. Alors parlez-nous-en. Alors, on va travailler avec Blablacar Daily, comme on va dire beaucoup de territoires en France aujourd'hui, parce qu'on n'est pas plus bête que les autres. Et donc, on regarde ce qui fonctionne ailleurs. Donc, c'est une application qu'on rejoindra à partir d'Allez-y en covoiturage, de l'application Allez-y qui va tout intégrer, dans lequel il y a le M-Ticket. Je ne sais pas si on en parlera, parce qu'on a tous les moyens aussi dématérialisés. Aujourd'hui, pour prendre les bus, on n'est plus obligé d'acheter son billet papier, parce que ça coûte très cher aussi d'ailleurs. Et là, dans cette application, via Blablacar Daily, on va pouvoir monter aux conditions du SMTBA, aux conditions d'Allez-y en covoiturage, des covoiturages du quotidien. Et donc, ça nous permet d'ailleurs d'avoir beaucoup plus de covoitureurs, mais aussi et surtout beaucoup plus de covoiturés. Donc ça sera en passant par cette application, et j'y crois beaucoup. On va la lancer dans quelques jours, là en juin, et j'espère pour la roder cet été. Et puis j'espère que au mois de septembre, ça rendra service. Comme je dis souvent, il faut que nos téléspectateurs l'entendent. 80% des trajets sur l'agglomération du quotidien sont de l'autosolisme. 80%, ça veut dire autosolisme, ça veut dire on est seul en voiture. Imaginez que vous preniez 50% de ces autosolistes, soit 40% des trajets, et que vous vous mettiez à deux, vous supprimez 20% des voitures. C'est énorme. Ça veut dire que du coup, gaz à effet de serre, bouchons, temps de trajet, on peut être tous gagnants. Et laisser sa voiture au garage, c'est beaucoup moins de coûts. Et rouler à une personne quand on peut rouler 2, 3 ou 4. D'ailleurs, il y a des villes qui sanctionnent les voitures où on est moins de 2 ou 2, 3. J'en suis pas là encore parce qu'on n'est pas un territoire pour ça. Mais en tout cas, on va tout faire pour encourager ce covoiturage. Mais quand on y goûte, tous les jeunes qui ont essayé Blablacar et tout ça savent de quoi je parle. Ça peut bien faciliter la vie plutôt que parfois prendre les grands transports, SNCF et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on va parler des vélos maintenant. On l'a entendu dans le micro-trottoir tout à l'heure. Ce monsieur parlait des efforts faits concernant la mobilité douce. Mais d'après lui, ce n'est pas suffisant. C'est vrai que la première action menée sur le territoire pour la mobilité douce remonte à 2010. C'était l'inauguration de la voie verte qui traverse à l'est du nord au sud. Et depuis, certains ont l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu de grande action phare menée, en tout cas dédiée spécialement à la mobilité douce. Qu'en est-il ? Alors, je dirais oui et non. Pas suffisamment, c'est sûr. Vous savez, je suis un grand adepte du vélo. Je fais moi-même beaucoup de vélo pour mes trajets professionnels en ville. Je prends beaucoup de vélo. Si les gens savaient, d'ailleurs, surtout par ces temps-là, je peux vous garantir que beaucoup utiliseraient le vélo. On va plus vite en ville, même quand on va... si je vais à l'école des mines du centre-ville, j'arrive avant les voitures. Si je vais au Mériapol, je peux arriver avant les voitures. Voyez, donc, suivant certaines heures de la journée, c'est compliqué. Donc, le vélo, c'est pratique. Ça permet aussi de faire un peu de sport, même s'il est à assistance électrique comme moi, parce que même quand on est en costume, avec une chemise et une cravate, on ne peut pas non plus complètement transpirer ou arriver crevé aux réunions. Donc, c'est assez pratique. Donc, déjà, c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur. Et d'ailleurs, tous ceux qui arrivent petit à petit, en fait, reviennent rarement en arrière. Deuxièmement, c'est vrai que
on va dire qu'on était parti assez vite, avec notamment cette voie autour du Gardon, qui est magnifique, Oui. d'ailleurs, que j'emprunte souvent, et qui permet de traverser à l'est du nord au sud, de traverser au niveau des ponts, et qui nous permet, là, pour le coup, en toute sécurité. Et puis après, on bénéficie sur la ville d'Alès, je vais partir d'abord de la ville d'Alès, de voies parfois un peu étroites, et c'est très compliqué de faire des pistes cyclables là où, globalement, il y a à peine la place pour un stationnement, pour avoir double sens pour un stationnement. Il y a des rues en ville, si je prends le boulevard Stalingrad aujourd'hui où les trottoirs font 30 cm et on a un problème parce que les gens veulent une voie de stationnement et puis pouvoir se croiser. Donc là, c'est pas possible. Et puis donc là-dessus, on essaie de rendre le vélo prioritaire. C'est tous les espaces partagés qu'on a fait en cœur de ville où je le rappelle à nos téléspectateurs, parce que parfois il y en a qui me croisent en disant « Oh, t'es en sens interdit ». Non, pas du tout. C'est-à-dire que tout en ville, dans les zones 30, dans les zones 20, le vélo peut emprunter le sens interdit. Il y a un petit panneau d'ailleurs autorisé au vélo, sauf vélo, en fait, Oui, sens interdit oui. sauf vélo, parce que ça permet aussi de casser la vitesse des voitures et ça permet au vélo de ne pas faire des grands détours. Donc bien ça, sûr. c'est quelque part des voies cyclables naturelles sur les espaces partagés. Et puis après, il y a quand même sur la ville d'Alès une quinzaine, 15-20 km de pistes cyclables qui existent aujourd'hui. Pas toujours terrible. Alors, je les ai toutes faites, ces pistes cyclables, je les ai toutes testées. Il y en a où on est très bien, il y en a où effectivement ça manque d'entretien, il y en a où on n'a pas vraiment le choix. Donc du coup, j'ai lancé une grande étude il y a 2 ans sur l'agglomération pour essayer de voir comment on pouvait développer des voies cyclables pour permettre le trajet domicile-travail. Il s'agit de ça, on ne parle pas des voies vertes. Les voies vertes, c'est encore autre chose. Et donc là, on a déterminé de Saint-Julien, Saint-Martin, Saint-Privat, Saint-Lindre, Saint-Hilaire, Saint-Christol, Saint-Jean-du-Pin, Sandras, un certain nombre de lignes qui devaient être mises en œuvre dans le cadre du plan vélo du gouvernement. Et donc, il y avait une douzaine de lignes pour 12 millions et demi. C'est beaucoup d'argent. Et donc là, malheureusement, le gouvernement est revenu en arrière sur ses financements. Et donc, du coup, on se pose un certain nombre de questions. Pour autant, dès ce budget 2025, j'ai décidé de mettre au budget la première de ces voies cyclables entre Saint-Julien, vous savez, le rond-point de la main, Saint-Martin et Alès. Ça doit permettre aux jeunes, de venir au lycée, au collège, et puis à celles et ceux qui travaillent, de le prendre en toute sécurité. Donc les travaux vont commencer. On était sur le passage de Camon. Voilà. Donc j'ai beaucoup d'ambition sur les pistes cyclables. Je souhaite aussi d'abord que tout le monde montre qu'ils ont envie de prendre le vélo. On a même mis en place des garages sécurisés, puisque c'était un problème en centre-ville, où on est dans un casier qu'on a fait faire par une très belle entreprise, Citinox. Voilà. Dans les parkings de structures, on peut mettre son vélo. Voilà. Il y a plein d'endroits pour se garer. Moi, avec le casque sur la tête, alors je suis pas un très bon exemple, mais en toute sécurité, on peut faire beaucoup de vélo. Puis on a des belles assos comme Partageons la route en Cévennes et tout ça qui font la promotion du vélo. Je crois que ça reste un peu l'avenir, le vélo, pour moi. En tout cas, pour les déplacements courts, jusqu'à 7 km, franchement, le vélo, c'est très, très, très pratique. Et on peut même louer des vélos maintenant sur Alès. Oh, oui, ça aussi, j'avais souhaité, et on avait souhaité le développer. Donc, on a Allez-y en vélo. Alors on peut jouer au jour, à la semaine pour les touristes, au mois ou à l'année. Et ça a surtout vocation. On était parti à 100 vélos, ils sont partis comme qui rigolent. On est à 200 vélos. Il en reste quelques-uns encore pour louer. Et surtout, ça permet aux gens, après une fois que on a compris l'intérêt du vélo assistance électrique, d'acheter son propre vélo et ne plus avoir besoin justement de ce service Allez-y en vélo qui va se développer autant que de besoin. Vous savez, on suit la mode et on essaie de la pousser un peu avec des campagnes de communication qui vont essayer de faire aimer le vélo aux gens, mais une fois de plus, moi j'engage tout le monde à aller louer même une semaine un vélo, Allez-y en vélo, l'essayer en centre-ville, et puis après sûrement, je suis sûr que 90% des gens qui l'auront essayé l'adopteront. Comment est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations liées à la mobilité sur le territoire? Par exemple, si on veut utiliser les navettes, prendre le bus, louer un vélo? Alors, 2 choses. Donc, vous avez Alès.fr qui a toutes les informations avec des liens sur les réseaux, sur les différents sites. Et là, c'est Allez-y. Allez-y.fr. C'est beau comme nom, Allez-y. Oui, c'est bien trouvé. Allez-y en vélo, allez-y en covoiturage, allez-y en bus. Voilà. Et puis, l'application sur le téléphone. On ne fait pas la pub pour les téléphones, mais il y a une application Allez-y. Je l'ai, moi, donc peut-être que je peux même la montrer. Oui, bien sûr. Qui va être mise à jour. Voilà, elle est là. Tac, Allez-y en covoiturage, par exemple. Allez-y. Alors là, on se connecte. On est sur Allez-y. Et là, on a les bus en temps réel.
Donc y compris les navettes, on sait où elles sont. On a les horaires des bus, on a les lignes des bus, on a effectivement les lignes de covoiturage. Il y a un calculateur d'itinéraire, je crois. Il y a un calculateur d'itinéraire, on peut acheter ses M-tickets, donc on n'est plus obligé d'avoir de l'argent, on achète avant de prendre le bus ses M-tickets et on rentre dans le bus. Là, c'est ce qu'il y a de plus moderne en France, ça veut dire que tous nos outils aujourd'hui numériques sont ce qui se fait de mieux en France en termes d'innovation, en termes, voilà, donc à l'Est, c'est moderne, à travers Alésie, on a toutes les modernités, il ne reste plus qu'aux habitants à utiliser le bus et vélo et covoiturage, et la vie sera encore plus belle ici. Merci beaucoup pour ces explications, Christophe Rivinc. Merci beaucoup, Laura. On passe tout de suite au Zoom sur. C'est un rassemblement de voitures anciennes qui a la cote à Alès. Le premier dimanche de chaque mois, les passionnés de Seven & Cars se retrouvent sur le parking du Champ de Foire. Nous avons rencontré et suivi l'un d'entre eux dans le Zoom sur. À l'image du pôle mécanique et des nombreux événements organisés tout au long de l'année, la passion d'Alès et son agglomération pour l'automobile n'est plus à prouver. Tous les premiers dimanches de chaque mois, l'association Seven & Cars partage justement cet amour pour l'automobile à travers un gigantesque rassemblement de voitures de plus de 25 ans. Une passion qui n'est plus à démontrer pour Bernard Leplat, membre de l'association, et propriétaire d'une voiture pas comme les autres, une BMW 628 CSI. Je me suis toujours effectivement intéressé aux voitures et j'ai toujours été voir le premier dimanche les voitures, disons l'exposition des voitures anciennes qui à l'époque étaient au circuit pôle mécanique et qui maintenant est au Gardon. Et donc ça m'a permis de rencontrer les gens de Seven Cars avec qui j'ai accroché tout de suite. Et une anecdote, disons, elle était connue sous le nom de la BMW. La voiture, disons, des dentistes. Pourquoi ? Parce que son nez est en forme de tête de requin, voilà. Une voiture ancienne a une odeur. Donc si on change, disons, les sièges, eh bien, elle n'a plus d'odeur. Voilà. Alors il y a des voitures, c'est plus ou moins vrai, mais disons, une voiture, disons, qui a 40 ans, elle a une odeur, voilà. Que n'a pas, disons, aujourd'hui une voiture. Et ça aussi, ça fait partie du plaisir, en fait. Voilà. Il y a l'odeur, le bruit, le comportement. Il y a une nostalgie, j'ai remarqué, et c'est mon cas, c'est le cas de tout le monde, on va toujours essayer de voir les voitures qu'on a eues, disons, dans les années précédentes, et surtout les voitures de nos parents, et même de nos grands-parents. Voilà. Comme chaque premier dimanche du mois, Seven & Cars organise un rassemblement de voitures anciennes. C'est au Champ de Foire que l'on vient admirer des modèles emblématiques, de Renault à Ferrari, en passant par Ford ou encore Citroën. Sans oublier bien sûr la BMW 628 de Bernard. Bien plus qu'un communicant et un passionné, Bernard enfile ce jour-là une autre casquette, celle d'organisateur. Tout au long de la matinée, il supervise l'arrivée et le bon stationnement de chaque exposant. Mon rôle, pour moi, ça consiste à commencer à faire les premiers alignements. Parce que le soleil est de la partie, on pense qu'il y aura pas mal de monde. Donc on essaie de les couper, disons, assez proches les unes des autres. Voilà. Je pense qu'on a au moins 200 voitures. Voilà. Tout comme Bernard, ils sont nombreux à avoir répondu à l'appel, désireux de partager leurs expériences, leurs anecdotes et surtout leur passion pour ces voitures anciennes. Une ponton de Mercedes Ponton, 1958, 1,9 litre diesel, aucun défaut, beaucoup de travail, beaucoup de pièces détachées, des heures de main-d'œuvre. C'est vrai, c'est une bonne voiture. Ça représente un peu, les gens ils retrouvent ce modèle qui n'existe plus. Alors, Dauphine 1962 qui a été restauré entièrement, mécanique, carrosserie, intérieur. C'est un véhicule conforme à sa sortie d'usine. Et donc la restauration a été complète. Donc, actuellement, elle est accessorisée. Tous les chromes et tout ont été retrouvés, ce sont des chromes d'époque. Maintenant, on est face à une invasion de voitures électriques. Et ça, c'est le patrimoine français qui circule, qui restera encore, j'espère, longtemps sur les routes. Un moment de partage entre passionnés ou avec des curieux qui se poursuit jusqu'au food truck installé pour l'occasion, devant le stand de modèles réduits ou celui de pièces détachées. Sous un soleil éclatant, ce nouveau rassemblement Seven & Cars a donc une fois de plus fait le bonheur des nombreux visiteurs venus sur le Champ de Foire et qui sait, peut-être fait naître de nouvelles vocations chez certains.
Le pôle mécanique Alès-Cévennes est une infrastructure très importante du territoire que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir dans une toute nouvelle rubrique. Bonjour Charline. Salut Laura. Alors je suis avec Charline Chartier qui est responsable de projet communication et événementiel au pôle et bien entendu aussi passionnée de sport mécanique. D'abord j'aimerais que tu nous expliques dans les grandes lignes quelles sont les activités du pôle mécanique pour que les grands Alésiens puissent bien situer ce que vous faites parce que je crois que vous proposez beaucoup de choses tout au long de l'année. Oui en effet Laura, le pôle mécanique a été créé voilà maintenant plus de 30 ans et il s'inscrit comme étant un site dynamique qui accueille chaque année plus de 200 000 visiteurs. On a une piste karting, une piste rallye d'essai, un circuit vitesse unique en Europe de par sa réversibilité et une pépinière d'entreprise qui recensait pas moins de 130 emplois sur site en 2024. On a de quoi faire. Ouais. Une de nos forces surtout, c'est qu'on est ouvert 363 jours par an et que 99% de nos événements sont gratuits. J'insiste sur ça parce que voilà, notre objectif c'est de rendre accessibles justement les sports mécaniques. D'accord. Donc venez nous voir, on vous accueillera avec grand plaisir, vraiment. Notre mission c'est de faire cohabiter du coup les sports mécaniques, l'aspect plus loisir avec les événements d'entreprise et les développements industriels. Il faut savoir qu'en moyenne on est à 12 manifestations par an. Et parmi certaines, elles rayonnent d'un point de vue national comme le Highside Ride Festival ou encore à l'international avec le 24 MXL Extreme où là on a pas moins de 20 nationalités représentées sur un week-end. Donc on ne s'ennuie pas sur le pôle. Ouais, c'est clair. Alors Charline, tu es venue ici surtout pour nous parler de la grande actualité du pôle qui est l'obtention très récente d'une autorisation de faire rouler les véhicules électriques 24 heures sur 24. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est cette homologation et à quoi ça sert ? Oui, en effet, depuis le 5 mai 2025, la piste vitesse est homologuée en permanence pour accueillir des roulages électriques. C'est le fruit d'un travail sur plusieurs années, parce que voilà, près de 10 ans maintenant que les infrastructures du pôle évoluent pour l'accueil de développement de programmes électriques. Avant cette homologation, un problème majeur subsistait, c'était le temps. En effet, il faut savoir que l'occupation du circuit vitesse est complète 1 an à l'avance, sauf que du coup, pour les entreprises qui homologuent ou développent des véhicules, ça ne le fait pas trop, dans le sens où ils ont besoin, eux, d'une certaine souplesse et de faire des kilomètres. Cette homologation nous permet donc aujourd'hui de leur apporter la flexibilité qu'ils recherchent et d'accueillir de nouveaux clients. Donc j'imagine que cette homologation, c'est pas le fruit du hasard. Elle a été accordée parce que vous avez mené toute une batterie de tests sur une nuit entière, il me semble, au pôle mécanique. Est-ce que tu peux nous en parler ? Dans quelles conditions est-ce que ces tests ont été menés et qu'est-ce qui était recherché exactement ? Oui, alors donc déjà ce test a été fait dans la nuit du 8 au 9 avril dernier avec un objectif clair, étudier avec précision l'impact sonore d'une activité nocturne en continu et électrique sur l'environnement riverain. Un protocole strict a donc été mis en place et validé par la CNECV, donc la Commission nationale d'examen des circuits vitesse, l'ARS, la sous-préfecture et Azimut Monitoring. Ce test a été fait durant une plage horaire à laquelle le résiduel sonore est au plus bas sur les zones riveraines, garantissant ainsi une condition optimale justement d'étude de cet impact sonore. Plusieurs configurations de roulage ont été faites. Donc ça a passé par 1 à 10 véhicules en simultané, passant par des EMA développés par Vincent Beltoise et allant jusqu'à des véhicules de tous les jours, comme notamment des Renault Zoé ou des voitures prêtées par notre partenaire Kia Lagagné. Et ce qui nous a permis justement d'avoir plusieurs pilotes présents au niveau du coup de ce test, allant du pilote aguerri au pilote débutant et représentant au mieux les usages potentiels. D'accord. Et comment ont été analysés ces résultats et qu'est-ce qu'ils ont démontré ? Il faut savoir que ce test a été commandité par la CNECV. C'est un organisme qui se réunit tous les 4 ans et nous visite dans le cadre de l'homologation prochaine du circuit. Il parle généralement lors de cette venue des choses qui ont fonctionné ou non les années passées et des éventuelles améliorations. L'homologation fait partie des améliorations souhaitées. Lors de ce test, nous avons produit des données qui, elles, ont été envoyées à notre expert acousticien Azimut Monitoring qui s'est chargé de les analyser. Le 29 avril dernier, la CNECV s'est déplacée sur le pôle pour une pré-visite d'homologation où ces résultats ont été présentés. Donc, on a des résultats qui sont très clairs, aucune émergence sonore
n'ont été détectés, confirmant ainsi qu'il n'y a aucune nuisance sonore sur les zones riveraines. D'accord. Et donc, grâce à cette homologation, est-ce qu'on peut espérer des retombées liées directement justement à cette autorisation de faire rouler les véhicules électriques 24 heures sur 24, directement sur le pôle, mais aussi sur le territoire ? Oui, totalement, puisque nous avons déjà été approchés par un organisme qui souhaite développer 8 véhicules où chacun d'entre eux devront faire 40 000 km. D'accord. Donc c'est assez énorme, c'est comme ça que ça se passe dans le cadre du coup de programme de développement de véhicules électriques. Donc ce qui laisse entrevoir forcément une implication d'acteurs locaux et un développement économique local. Charline, j'aimerais savoir d'où est parti ce projet, parce que c'est vrai que les circuits partout en France ont tendance à être pointés du doigt. Dans l'imaginaire collectif, on les imagine juste comme des endroits où on s'amuse avec des véhicules et donc où on pollue. Pourtant, le pôle mécanique s'inscrit quand même dans une stratégie de développement durable et environnemental. Est-ce que tu peux m'en parler ? Oui, déjà en 2010, la collectivité crée sur le pôle mécanique à l'Est-Cévennes les rencontres internationales des véhicules écologiques, donc dites les RIV. Ça attestait déjà du regard et de la vision que le territoire a sur l'avenir. En 2011, ce sont plus de 5000 m² de panneaux photovoltaïques qui ont été installés sur les ateliers du coup, des entreprises résidentes sur site, ce qui a amené du coup, le circuit à devenir à énergie positive. Dans la foulée, donc en 2024, ces 70 kW crêtes de panneaux photovoltaïques qui ont été rajoutés sur les box du coup du circuit, ce qui a créé, en interne, ce qui a développé l'autoconsommation sur site. Et je reviens en 2011, parce que c'est une année assez charnière pour nous, puisque nous avons commencé à accueillir ce qu'on appelle, nous, des teams de Formula E. Donc, c'est ce qui équivaut au team de F1, mais en électrique. Donc, on travaille toujours avec eux depuis 2011. Et puis, je peux aussi faire allusion à 2020, où l'hydrogène était au cœur d'un projet de territoire, avec notamment le bus H2 de Keolis. Oui. Et aujourd'hui, on développe et on lance notre marque RSE qui s'appelle Pilote du Futur et qui a pour objectif du coup de faire agir nos utilisateurs et notamment sur leur empreinte carbone et faire en sorte qu'ils la réduisent. Mais bon, c'est un vaste sujet, je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus plus tard. Avec grand plaisir, Charline, tu pourras revenir nous voir pour nous en parler. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci à toi de m'avoir accueillie. Maintenant, c'est la rubrique Actu. La Feria de l'Ascension 2025 s'est terminée dimanche 1er juin à Alès. Des milliers de participants se sont régalés pendant 4 jours en profitant des bodegas, des défilés, des animations musicales et taurines, des courses à cheval et de nombreuses autres festivités sous un beau soleil. Parmi les temps forts de cette 34e édition, retenons la soirée d'ouverture du mercredi 28 mai avec la traditionnelle pégoulade dans les rues du centre-ville, suivi par le concert de l'artiste La Petite Culotte avec son tube La Gofa Lolita. Allez, je veux tout le monde, même au fond, on va faire vibrer cette place, allez, ce soir, tout ça, ça fait. Mais c'était qui? Allez, mais c'était qui? Maintenant, plus fort. Mais non, mais c'était qui? C'est qui, c'est qui, c'est qui? Mais c'est qui? Feu d'artifice, place des Martyrs de la Résistance. Jeudi 29 mai, la messe provençale a rassemblé plusieurs centaines de fidèles ainsi qu'une 60aine de chevaux et leurs gardiens dans les jardins du Bosquet. Un rendez-vous très important pour les manadiers qui ont, comme le veut la coutume, fait bénir leur monture. Chevaux, danseuses, musiciens, calèches et élus ont ensuite défilé dans le centre-ville d'Alès et ont rejoint la place de la mairie pour lancer le concours d'Abrivados, remporté cette année par la manade Arla Tango. L'après-midi, plusieurs centaines de spectateurs ont suivi la seconde édition du relais de la course des gardiens qui a été remportée par la manade du Gardon de la Calmette. Une épreuve d'adresse et de vitesse organisée sur les berges du Gardon. Vendredi 30 mai, les participants de la mythique course Gardoninck ont profité de l'eau fraîche du Gardon avec un parcours très immergé. Au terme de nombreuses manches, l'Alésien Gaëtan Payard s'est finalement imposé, remportant ainsi pour la 5e fois cette épreuve.
La soirée du samedi 31 mai a été rythmée par des nouveautés, avec la première édition du concours de lancer de plateau de paella qui consistait à faire glisser une gamelle sur une longue table très savonneuse. Après l'essai de nombreux participants, c'est finalement Alexis qui a remporté ce concours insolite avec un score de 11,23 m. Puis, plus de 2000 personnes se sont rassemblées place des Martyrs de la Résistance pour tenter de battre le record du monde de la cheucheux avec la vedette Vincent Piguet qui chantait son titre en live. Un véritable moment de fête qui a aussi été l'occasion de découvrir le tout nouveau titre du chanteur. On a chanté les Parisiens, le petit nez, le chapeau. On a chanté les Madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On oublie tout sous le soleil de Mexico. On devient fou au son des rythmes tropicaux. Attention, stop, Mexico. Le concours économique Alès Audace, qui fait la part belle aux projets ingénieux et innovants, a rendu le verdict de sa 12e édition. Ce mercredi 20 mai, la grande soirée de remise des prix avait lieu dès 19 h sur la scène nationale du cratère. 12 lauréats ont été récompensés parmi les 29 dossiers retenus pour participer à la finale. Au total, 130 000 € de récompenses, en numéraire ou en accompagnement de projets personnalisés, ont été distribués aux gagnants par Alès Agglomération, Alès Myriapolis, l'IMT Minalès et la SEM Alès. Le grand gagnant du concours général est Jonathan Russier pour son projet Machine Intelligence Analytics, pour lequel il reçoit 22 000 € en numéraire par Alès Agglomération. Ce boîtier intelligent permet d'augmenter le rendement de n'importe quelle machine en suivant sa productivité en temps réel. Cette dotation va surtout servir aux premiers achats, aux premiers investissements pour les boîtiers. C'est ce qui va permettre de faire un lancement en série. C'est ce qui va me permettre justement d'atteindre une quantité économique qui va me permettre d'être rapidement sur le marché. C'est un accélérateur. Comme chaque année, un défi thématique est proposé aux participants. Pour cette 12e édition, c'est le défi jeune, réservé aux entrepreneurs de moins de 29 ans ou aux projets destinés à la jeunesse, qui était à l'honneur. Et c'est Mélanie Dubs qui a remporté le premier prix du défi jeune avec une dotation de 18 000 € pour Au Plat Vacances. Il s'agit de la première agence de voyage pour séjour adapté du Gard. En séjour, au moment de la remise des prix, la jeune femme avait rédigé une lettre lue par sa maman qui est venue récupérer son prix en son nom. Enfin, le public aussi pouvait voter pour son projet préféré. Près de 5000 votes ont été enregistrés pour cette 12e édition. Le public a finalement choisi de soutenir le Lab Alès, un café culturel et associatif qui accueillera des ateliers, des expositions et des temps de rencontres et de création. Ce projet inclusif, porté par une équipe collégiale, a reçu un chèque de 3 000 €, ce qui devrait les aider à trouver un local et à concrétiser une ouverture prochaine en centre-ville d'Alès. Le fait d'avoir reçu du public, ça veut dire que les gens nous soutiennent et que potentiellement on va avoir plein de gens qui seront prêts à venir dans le café, à venir s'investir, à proposer des ateliers, des expos, faire vivre le café, parce qu'on a aussi une grande part d'espoir qu'il y ait plein de gens qui viennent faire du bénévolat et qui proposent leur service dans le café. Moi personnellement, je suis une nouvelle alésienne, ça fait qu'1 an et demi que j'habite ici. Mais je trouve que ce genre de concours, ça permet vraiment de se sentir bien dans le territoire et porteur de projet, de savoir que dans une ville comme ça, tout est possible en fait, de faire plein de choses, même si ça fait qu'1 an qu'on est à Alès. À l'occasion de cette soirée sur le thème de l'audace, plusieurs personnalités originaires du bassin alésien ont partagé leur parcours inspirant sur scène. C'est le cas du seul Français champion du monde de tennis de table, sacré en 1993, et vice-champion olympique en 1992, Jean-Philippe Gatien, qui était l'invité d'honneur de cette 12e édition. La réalisatrice du court-métrage Boucan, nommée au César en 2025, Salomé da Souza, ainsi que Frédéric Paterne, dirigeant de la société Agartha et lauréat du concours Alès Audace en 2019, étaient également présents pour évoquer leur parcours. Léon Van Ampel et Alexandre Coulet, fondateurs de la société S-Group, sont revenus sur l'ascension fulgurante de leur entreprise
aujourd'hui leader européen de l'équipement sur les marchés de l'audiovisuel, de l'événementiel et du spectacle vivant. Très heureux de vous accueillir sur un des plus gros chantiers menés par la Réal dans le cadre du plan Alès Agglo 2030, dont vous le savez, l'objectif est avant tout de lutter contre les fuites, ici sur la commune de Boissé-Gaujac, pour remplacer ces deux grosses colonnes qui ont été faites pour les actuels dans les années 60 et qui perdent beaucoup d'eau, plus de 60 à 80 000 m3 chaque année sur le premier tronçon. Et nous avons pris la décision de les remplacer sur une longueur de 11 km en partant de Boissé-Gaujac jusqu'au réservoir de Saint-Germain à Alès. Et il faut savoir que ces colonnes alimentent à peu près à ce jour, Stéphane, 25 000 foyers et pourraient aller jusqu'à 40 000 foyers. C'est donc la deuxième ressource d'Alès Agglomération en termes de compteurs. Et ces deux colonnes, c'est l'un des plus gros tuyaux, un 500, c'est le diamètre dont on parle, qui va mener cette eau jusqu'au réservoir de Saint-Germain, et l'autre tuyau à côté qui sont menés en parallèle, un 350 en largeur, qui va aussi permettre de distribuer l'eau bien sûr entre ici et Alès aux divers abonnés. Donc ici on est sur un chantier qui va prendre un peu plus d'1 an sur sa totalité. Il faut savoir qu'on est sur essentiellement 2 secteurs, la route de la Madeleine. Route de la Madeleine, c'est quelque chose qui va être traité par l'entreprise SREC d'ici la fin du mois de mai, qui va s'arrêter en juin, juillet, août pour laisser une bonne circulation, notamment vis-à-vis d'un camping qui se trouve sur le secteur. Et c'est un chantier qui va reprendre au mois de septembre, voilà, sur le chemin de la Madeleine, pour se terminer au printemps 2026. Sur le chemin de Bagarre, route de Bagarre sur lequel on est, là c'est un chantier mené par l'entreprise Scaïc qui est en cours et qui va se terminer aux alentours de début août, voilà, pour rendre la circulation sur ce tronçon-là à ce moment-là. Alors, il faut savoir que ce chantier va générer le déplacement de 10 000 m3 de terre, effectivement, et va permettre de poser des tuyaux qui transportent jusqu'à 16 000 m3 par jour. C'est énorme, et ça nous permet effectivement d'alimenter notamment la ville d'Alès, mais aussi Boissé, Bagarre, Massane, Ribot, Saint-Christol, et puis Anduze sur sa rive gauche. Donc vous voyez, il y a beaucoup de communes de l'agglomération qui sont alimentées par cette ressource qui est totalement sécure et qui nous permet aujourd'hui d'être assez confiants sur l'avenir de la gestion de notre ressource. Ces 60 000 m3 économisés chaque année nous permettent aussi de voir le développement du territoire avec optimisme, puisque cette eau va pouvoir être conservée dans la ressource, mais va pouvoir aussi alimenter d'éventuels nouveaux arrivés qui vont pouvoir venir rejoindre Alès ou ses environs. Il faut savoir que cette colonne en amiante ciment que nous remplaçons aujourd'hui et qui perd, je vous le disais, plus de 60 000 m3 d'eau par an aujourd'hui, et Monsieur Ruas, donc de l'entreprise SRC, qui réalise cette partie-là du chantier, est une colonne qui génère un certain nombre de travaux annuellement pour remplacer ces coupures et qui génère aussi, bien sûr, des gênes sur les abonnés qui se voient privés d'eau pendant les remplacements. Donc c'est un travail nécessaire. C'est près de 3,5 millions d'euros sur cette première tranche qui va faire 2 km, financé à 80%. Par le département que nous remercions et par l'agence de l'eau, bien sûr, qui nous accompagne dans ces travaux. Le reste, vous le savez, faisant partie de ces fameux 200 millions d'euros sur 10 ans qui vont venir nous permettre de rénover la totalité des réseaux d'eau et d'assainissement de l'agglomération d'ici à 2030. Au Plat Vacances est la première agence de voyage du Gard spécialement dédiée aux séjours adaptés. Un projet innovant pour lequel Mélanie Dubs a remporté le premier prix du défi jeune au concours Alès Audace il y a seulement quelques jours. Elle est avec nous pour nous en parler. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et avant tout, félicitations pour ce prix. Vraiment, c'est un super projet que tu as proposé à Alès Audace, donc bravo. Merci beaucoup. Avant de commencer, j'aimerais te demander qu'est-ce que c'est exactement des vacances inclusives et des séjours adaptés ? Alors pour moi, des vacances inclusives, c'est permettre au plus grand nombre de personnes de partir en vacances. Et nous, on fait des séjours adaptés, donc c'est permettre à des personnes en situation de handicap et vieillissantes de partir en vacances avec des accompagnements, donc des animateurs qui les accompagnent en séjour. Et quel type de séjour est-ce que Au Plat Vacances propose actuellement ? On fait des séjours catalogues. Donc là, on propose comme une agence de voyage classique. Les personnes s'inscrivent au séjour et partent avec nous. Donc il y a des personnes qui vivent en institution ou bien avec leur famille qui partent avec nous. Et à côté de ça, on fait aussi du coup des séjours sur mesure. Donc là, c'est vraiment le client ou la famille ou l'institution qui nous contacte pour faire un séjour. Donc là, par exemple, en juin, je pars à Paris avec un monsieur qui souhaite découvrir Paris. Voilà. D'accord, il part tout seul ? Oui, avec moi du coup.
Super. Tu as fondé cette entreprise à seulement 24 ans. D'où est parti ce projet? D'où t'est venue cette idée? Alors déjà, j'ai toujours voulu être entrepreneur depuis, enfin pas petite, mais dès mes premières expériences professionnelles, parce que j'ai pas eu toujours des très bonnes expériences professionnelles, et je voulais être une bonne patronne, une patronne gentille, et aussi travailler du coup à mon compte pour pouvoir organiser mon planning toute seule. Et à côté de ça, en fait, j'ai fait beaucoup de séjours adaptés dans une association. C'était un petit peu compliqué. Donc, je me suis dit, bon, je vais être entrepreneur, mon propre patron. J'adore faire des séjours, donc je vais créer ma propre entreprise. Et pourquoi est-ce que tu dis que c'était un petit peu compliqué? Tu t'es rendu compte que ça avait ses limites, en fait, et qu'il y avait des choses qui n'étaient pas proposées? Oui, je trouve que le domaine associatif, après, il y en a énormément en France, des associations qui font les séjours adaptés. D'accord. J'en connais qu'une, et malheureusement, c'était celle qui était compliquée pour moi. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais créer une entreprise vraiment sur une base solide, avec des animateurs solides qui pourront m'accompagner, faire des bons accompagnements de qualité et faire des partenariats aussi avec des institutions, l'UNAPI 30 ou autres. Et comment ça se passe concrètement? Par exemple, si quelqu'un qui nous regarde souhaite intégrer un séjour adapté, est-ce que c'est à lui de te contacter directement? Quel est votre lien en fait avec les familles, avec les organismes d'accueil? Alors, en ce moment, on a un petit peu de difficulté pour se faire connaître au niveau des particuliers pour les familles. Donc, c'est bien justement d'avoir gagné ce concours. Ça nous ouvre beaucoup de portes et beaucoup de visibilité. Donc, les familles vont pouvoir nous connaître par rapport à ça. Mais sinon, on fait énormément de catalogues, de promotions aussi sur les réseaux, sur LinkedIn. Et on envoie beaucoup nos propositions aux institutions dans lesquelles vivent les vacanciers, enfin nos vacanciers qui partent avec nous. Comment tu t'y prends pour organiser ces séjours? Tu dois contacter, j'imagine, des centres de loisirs ou des endroits où les personnes en situation de handicap ou vieillissantes, par exemple, sont acceptées. Comment tu t'y prends? Alors, il y a énormément de travail en amont, justement. J'imagine, oui. Le plus compliqué, c'est de trouver des logements adaptés. D'accord. Donc, c'est vraiment la première étape. Une fois qu'on a trouvé le logement, qui prend énormément de temps, ensuite, on voit un petit peu ce qu'on peut proposer. Là, par exemple, cet été, on fait un séjour à Lourdes. On a trouvé un logement là-bas. Bon, forcément, c'est le 15 août, donc il y a un événement aussi le 15 août. Et on voit un petit peu tout ce qui est accessible aux alentours. Et la prochaine étape aussi, c'est effectivement de trouver les animateurs compétents pour les accompagner en séjour. J'avais eu l'occasion de discuter avec toi l'année dernière lors du lancement de la première saison touristique d'Opla Vacances, et tu me parlais à l'époque de peut-être développer les séjours avec des membres de la famille. Où en es-tu de ce projet? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, alors je vais toujours le faire. On a eu énormément de choses à faire aussi au cours de cette année, justement. Donc je l'ai expérimenté du coup avec une jeune fille que j'accompagne qui s'appelle Ophélie. Je suis partie en séjour famille avec elle. Pour l'instant, c'était le premier, mais effectivement, j'aimerais le développer uniquement en famille, mais aussi avec différentes familles. Donc, par exemple, organiser un séjour, faire un week-end, admettons, et proposer à plusieurs familles avec leurs enfants de partir en vacances avec nous. Mais ça sera peut-être plus pour l'année prochaine, parce que là, c'est un petit peu trop compliqué pour cette année. Et je sais que pareil, l'année dernière, au début, c'était uniquement des séjours plutôt proches d'ici, dans le Gard. Là, maintenant, tu parles de Paris. Je crois que tu étais en croisière il y a quelques temps. Comment ça se passe? Explique-nous. Effectivement, on est rentré hier de croisière, donc on essaye vraiment de varier toutes nos propositions. Donc effectivement, on sort un petit peu du Gard. Au début, on avait dit le Gard parce qu'on voulait faire un partenariat avec une institution d'ici. Au final, ça n'a pas pu se faire. Donc ça tient plus du tout du Gard. Donc on est vraiment partout maintenant. C'est chouette. Donc effectivement, on part à Paris, on part dans les Argelès-sur-Mer aussi. On fait vraiment plein de différents séjours et on est vraiment en train de se développer. Donc ça fait vraiment plaisir. Est-ce qu'il y a un message fort porté par Opla Vacances? Nous, notre message, c'est de permettre vraiment au plus grand nombre de personnes de partir en vacances. Et forcément, par ce biais-là, on parlait beaucoup de l'inclusion et en fait de comprendre que par exemple une rampe accessible ou un ascenseur ou une maison de plein pied, en fait elle n'est pas bénéfique aux personnes en situation de handicap ou à une personne qui est en fauteuil roulant, mais à nos grands-parents, à nos enfants qui peuvent se blesser avec des béquilles. Et donc c'est vraiment permettre à tous de partir en vacances. C'est ça vraiment ce qu'on veut transmettre avec Opla Vacances. Ouais, c'est super. Tu as remporté donc ce prix à Alès Audace, le premier prix du défi jeune, avec un chèque de 18 000 €. À quoi va servir cet argent? Est-ce que tu as déjà une idée? Oui, en fait, on a participé à Alès Audace justement dans le but d'acheter un véhicule. Pareil, dans cette même vision de permettre au plus grand nombre de partir en vacances. On aimerait acheter un véhicule adapté, donc avec une rampe, pour permettre aux personnes en fauteuil roulant de monter dans le véhicule. À Alès, il n'y a pas de véhicule adapté qu'on peut louer, ou alors c'est les institutions qui les ont. Donc le prochain objectif et le plus urgent pour cet été, c'est d'en trouver un justement d'ici là. Super, merci beaucoup Mélanie en tout cas d'être venue. Je suis ravie d'avoir appris un peu plus à connaître Opla Vacances et bonne continuation. Merci à vous, au revoir.
C'est une spécialité culinaire incontournable sur le territoire, le pélardon, un savoir-faire cévenol que vous présente tout naturellement la saga Made in Cévennes. Salut! Aujourd'hui, je moule un pélardon dans la série Made in Cévennes. Le pélardon, mais aussi paraldon, pélardou ou encore pérodou, son nom a changé plusieurs fois, mais sa forme est toujours la même. Petit, rond et plat, avec un diamètre compris entre 60 et 70 mm. Patrimoine culturel et gastronomique des Cévennes depuis l'Antiquité, ce fromage de chèvre a une belle renommée auprès des meilleures tables de Rome. Et c'est au XIXe siècle que le terme pélardon est adopté, avant de devenir un produit phare des marchés et des restaurants. Spécialisés dans l'élevage de chèvres laitières et détenteurs du label AOP, Amandine et Frédéric Bassery cultivent à la ferme de Bélis ce savoir-faire emblématique des Cévennes de manière 100% artisanale depuis les hauteurs de Mialet. Bonjour Amandine, bonjour Frédéric. Bonjour Laura. Aujourd'hui, dans Made in Cévennes, on est à la ferme de Bélis. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre exploitation ? La ferme de Bélis, c'est une exploitation traditionnelle et familiale. Nous travaillons en couple avec Amandine. Une exploitation caprine, donc on élève des chèvres et on fabrique du pélardon. D'accord. Fameux fromage emblématique cévenol. Le pélardon, c'est un fromage d'appellation à reconnaissance européenne qui défend un savoir-faire et un territoire. Et c'est les valeurs auxquelles nous on est très attachés. Donc la défense du territoire, c'est par bien sûr la zone géographique de l'appellation, mais c'est aussi la conduite du troupeau, c'est-à-dire que les animaux doivent sortir un minimum de 210 jours par an pour le pâturage extérieur. Et puis le deuxième point très important, c'est la fabrication du fromage, c'est-à-dire que c'est une fabrication traditionnelle. Le lait est ensemencé avec le petit lait de l'exploitation, les ferments du commerce sont interdits, donc ça contribue à donner l'identité à chaque fromage. Il n'y a pas de pélardon pareil, et heureusement, c'est une vraie appellation fermière. Et puis après, il y a un savoir-faire dans le moulage à la louche, et puis dans tout le suivi de l'affinage du pélardon. Transmis par les anciens, le processus de fabrication du pélardon est très rigoureux. Tout commence au petit matin avec la traite des 40 et quelques chèvres que compte la ferme de Bélis. Donc on fait monter 8 bêtes sur le quai de traite. Pendant ce temps-là, elles ont une petite ration alimentaire qui est constituée d'orge et de granules. Les granules, c'est un apport protéinique. L'orge, c'est un apport énergétique. Ça permet d'équilibrer un peu la ration de ce qu'elles mangent à l'extérieur. Donc là, la première opération que je fais, c'est ce qu'on appelle les 3 jets. Les 3 jets, ça permet 2 choses. La première, d'ouvrir les sphincters. Les sphincters, c'est l'extrémité du treillon. Et ça permet une deuxième chose, il y a un premier contrôle visuel du lait. Il peut y avoir quelque chose d'anormal. Et dans ces cas-là, s'il y a quelque chose d'anormal, on ne branche pas la machine. Après la traite, les animaux sortent au grand air, face aux Cévennes, ce qui leur permet d'avoir une alimentation variée et plus naturelle. Pendant ce temps, le lait recueilli est transféré à la fromagerie, qui se trouve sur place, pour être filtré et travaillé immédiatement. Et maintenant, Laura, je vous propose qu'on aille en fromagerie. Ok, super. Pour découvrir la fabrication du pélardon. Super, je vous suis. Amandine s'occupe alors de l'ensemencement et l'empressurage. Alors, on se trouve où On se trouve dans la salle de production de la fromagerie. Donc là où on fabrique les pélardons. Ce matin, avant que vous arriviez, j'ai démoulé les fromages de la veille. J'ai retourné ceux de l'avant-veille et là, on va mouler ceux du jour. Donc, avant de mouler, il faut qu'on récupère du lactosérum, du petit lait, pour pouvoir ensemencer le lait que Frédéric va ramener tout à l'heure de la traite. Parce que pour l'AOP pélardon, on n'utilise pas de ferment du commerce. Donc, on repique dans nos productions. Chaque ferme fait pareil. D'accord. Et là, après, on va pouvoir enlever le petit lait et pouvoir mouler le caillé. Je vais le mettre là. Ouais. On va d'abord enlever le petit lait qui est au-dessus. Doucement, sans faire tomber. Ah oui, directement là-dessus. En fait, ouais. Comme ça part directement dans le pot qui est en dessous. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, il y a un système de tuyaux. Il y a un système de tuyaux qui permet de récupérer le petit lait en dessous. Donc là, c'est ce qu'on va mettre dans les moules. On prend un moule.
D'accord, ils continuent de s'égoutter du coup Exactement. dans le moule. Exactement. Donc on remplit bien les moules. Il y a tout ça à remplir? On va être à peu près 150 fromages. Juste aujourd'hui? Juste aujourd'hui. Et c'est comme ça tous les jours de l'année. Wow. Après le ressuyage, les fromages sont placés dans une pièce aérée pour qu'ils sèchent et continuent de perdre en humidité pendant 1 ou 2 jours. Place ensuite à la dernière étape. Là, on a ce qu'on appelle la cave d'affinage. Waouh. En fait, ils sont fromage de chèvre jusqu'à 11 jours d'affinage. Oui. Donc, une fois qu'ils ont 11 jours, on peut les appeler pélardons. En fait, on a considéré quand le cahier des charges a été fait qu'à partir de 11 jours, le pélardon, il a vraiment sa typicité. C'est là où on trouve où il développe le plus ses arômes. Tous les jours, on va les retourner. Ah d'accord. Parce que sinon, il ferait comme les petits cendrés qu'on a là, que je retourne jamais. Ça fait une forme pyramidale. Ah. Si on C'est les laisse l'espèce toujours de de la retourner, même face, en fait, voilà. Et ce qui fait les qu'on rend a plat et c'est ça, plus homogène. plat, homogène, et puis ils ont le croûtage qui se développe bien des deux côtés. Voici donc comment le pélardon voit le jour et fait aujourd'hui le bonheur des gourmands et des restaurateurs, qu'il soit servi chaud ou frais, à la fin du repas, en gratin ou en salade. Maintenant que l'on connaît sa méthode, quel sera le défi lancé par Amandine ? Donc Laura, maintenant ce que je vous propose, c'est de relever le défi de mouler un bac. Ok. C'est vous qui allez mouler les futurs pélardons. Allez, ça marche, c'est parti. Surtout de ne pas perdre le cahier qui est à l'intérieur. Oui. Sinon, on Ok, va rater je matière. vais pas aller trop vite alors. Il n'y a pas de... À Voilà, vous de trouver le geste qui vous convient pour... Je sais pas la quantité. Se débrouille bien, hein. On va peut-être l'embaucher. C'est assez satisfaisant, Oui. la texture et tout. C'est cet égouttage et ce moulage à la louche qui offrent au pélardon sa coupe et sa texture en bouche si singulière. Apprécié sur et au-delà du territoire des Cévennes, c'est une spécialité ô combien importante, comme le prouvent les 282 tonnes de pélardon AOP commercialisées en 2022. Un trésor ancestral que la ferme de Bélis, parmi les rares producteurs AOP d'Alès Agglomération, entend faire perdurer et partager encore longtemps. Trop bon. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu. C'était génial de découvrir ça avec vous. Avec plaisir. C'est très intéressant. Merci de votre visite. Merci à vous. Merci de promouvoir les produits du terroir. Avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir regardé l'épisode et à bientôt. Être passionné par la météo depuis tout petit, c'est plutôt original. Julien Suger en a même fait son métier. Il est entrepreneur, météorologue et chasseur de tornades. Je le reçois dans Talent d'ici. Salut Julien. Salut Laura. Tu as toujours été passionné, fasciné par la météo. Depuis quelques années, tu en as fait ton métier car tu as fondé l'entreprise Espace Météo à Alès. En 2014, tu as même été lauréat, je crois, le plus jeune lauréat du concours Alès Audace dans la catégorie Jeunes Talents. Quel était ton projet à l'époque ? Alors à l'époque, parce que j'ai aussi créé Météo Gare en 2010, donc c'était mon premier projet au final, et c'est par rapport à ce projet que je voulais proposer une application mobile pour les smartphones. Et donc c'est vrai que ce prix au concours Alès Audace m'a permis de créer cette application en 2014. Et je crois que Météo Gare, en plus, ça a complètement explosé. Il y a énormément d'abonnés aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, on compte à peu près 70-75 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Ouais. Je ne m'attendais pas à un tel nombre au final quand j'ai créé Météo Gare. Donc c'est vrai que c'est quand même sympa. Ouais. Depuis quand exactement est-ce que tu es passionné par le climat ? Qu'est-ce qui t'intéresse autant dans la météo ? C'est vrai que l'anecdote que je raconte souvent, c'est qu'à l'âge de 18 mois, chaque fois qu'il y avait le bulletin météo à la télévision, par exemple le bulletin d'Evelyne Delia ou de Catherine Laborde, Oui. j'arrêtais tout ce que je faisais et j'allais devant l'écran pour regarder les cartes, la météo. Et c'est vrai qu'après, petit à petit, au fil des années, c'est vrai qu'on habite un territoire qui est soumis à de nombreux aléas climatiques, notamment les épisodes Cévenol. Et je me suis beaucoup intéressé à ces phénomènes. J'ai voulu savoir pourquoi est-ce qu'on avait ces événements aussi violents. Et c'est comme ça que cette passion est venue. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de créer Météo Gare par la suite.
D'accord. Tu as ramené un objet avec toi qui, je crois, est assez Oui. ancien. Est-ce que tu veux bien nous le présenter? Alors ça, c'est un peu un collector. C'est mon premier pluviomètre D'accord. que m'avaient offert mes parents. Il doit avoir 10 ou 15 ans. Et en fait, ça permet donc de mesurer la quantité d'eau. En fait, quand il pleut, l'eau tombe dans ce réceptacle. Et puis après, ça permet de mesurer la quantité de précipitation qui est tombée. D'accord, mais tu avais des cadeaux originaux déjà à Ouais, cet âge-là. Et donc, tu as fondé l'entreprise Espace Météo à Alès. En quoi consiste ton activité? Quel type de clients est-ce que tu accompagnes? C'est assez varié parce que je peux accompagner autant les particuliers que les professionnels. Pour la partie particulier, je les aide à justifier la survenue d'événements violents, notamment pour leur assureur. Et puis après, pour la partie professionnelle, ça peut être de la veille météo pour des festivals en plein air. D'accord. Ça peut être aussi un accompagnement pour des chantiers du BTP. Donc c'est vrai que c'est assez varié quand même. Puis il y a aussi une petite partie de fourniture météo pour des médias locaux. D'accord, donc en fait, ils te consultent pour connaître la météo vraiment sur un moment précis, pour pouvoir organiser leurs événements, enfin tenir leurs événements. Exactement. D'accord. Depuis quelque temps, tu pars aux États-Unis aussi pour chasser les tornades. Ça paraît assez dingue comme ça. À quoi ça sert et comment ça se passe? Oui, donc c'est vrai que j'y étais encore il y a quelques semaines, donc c'était la troisième fois que j'y allais. Et c'est vrai qu'à la base, c'était vraiment un rêve de partir aux États-Unis, dans la Tornado Alley, comme on l'appelle. Vraiment, c'est cette allée des tornades des plaines centrales des États-Unis. Et puis après, à quoi ça sert? Ça permet surtout d'en apprendre davantage sur ces phénomènes météo qui sont des plus violents sur la planète. Parce qu'une tornade, ça peut aller jusqu'à 400-500 km/h pour la puissance du vent. Et donc, c'est vraiment des phénomènes qui me fascinent. Et c'est pour ça que je pars régulièrement maintenant observer ces phénomènes et pour en apprendre toujours plus sur leur formation. Et comment ça s'organise? Vous partez en voiture pour chasser vraiment la tornade et essayer de l'avoir à son climax pour avoir vraiment la photo parfaite? Oui, c'est ça. On peut être amené à faire des dizaines de milliers de kilomètres sur ces quelques semaines. Ça peut être parfois 8-10 heures de route dans la même journée pour se repositionner entre les états, pour être vraiment au bon endroit et d'essayer d'être là aussi au bon moment, puisqu'une tornade, ça peut durer à peine quelques secondes. Ça peut juste toucher le sol, remonter, et si on n'est pas là à la minute, à la seconde près, on rate tout et on a fait tout ça pour rien. Donc c'est vrai que c'est aussi assez compliqué à réaliser. Et ça m'intéresse de savoir, est-ce que d'après toi, les prévisions sont toujours aussi fiables qu'auparavant? Parce que c'est vrai qu'avec le dérèglement climatique, on a l'impression que les météorologues ont parfois tendance à se tromper. Ah oui, c'est deux choses. Déjà, les prévisions sont quand même de plus en plus fiables parce que maintenant on arrive à prévoir le temps sur plusieurs jours, parfois jusqu'à une semaine, selon les conditions climatiques. Avant, on arrivait enfin je dis on, mais j'étais même pas né à ce moment-là, mais on pouvait voir la météo sur le lendemain et c'était déjà très bien, notamment sur les bulletins météo à la télévision. On n'avait pas cette tendance jusqu'à une semaine. Maintenant, c'est vrai que Météo France investit de plus en plus dans des super calculateurs qui investissent des millions et des millions d'euros pour justement avoir davantage de puissance de calcul et pouvoir donc traiter davantage de données pour justement améliorer ces prévisions. Je crois que tu souhaites développer Espace Météo dans les mois à venir. Quel est ton projet? Alors oui, c'est vrai que j'aimerais bien développer Espace Météo plutôt dans le côté des collectivités, puisque c'est vrai que maintenant les communes sont de plus en plus soumises aux risques climatiques. On l'a vu il y a quelques semaines dans le département du Var par exemple, et donc c'est vrai que les communes, les collectivités ont ce besoin d'avoir une information fiable, fine et d'avoir une information aussi réactive. C'est pour ça que Espace Météo pourrait proposer justement la consultation d'un expert météo à tout moment pour gagner en réactivité et pour garder ce côté humain dans la météo et justement un peu contrer ce phénomène d'intelligence artificielle qui essaye de remplacer l'humain de plus en plus. D'accord. Allez, pour terminer, est-ce que je peux te demander une petite analyse météo des derniers mois?
Alors c'est vrai que ces derniers mois, il a beaucoup plu. C'est vrai. Par exemple, à la station météo de Do, qui est un peu la station météo de référence pour Alès, on a observé à peu près 300% d'excédent de précipitations sur le mois de février. Donc c'est quand même énorme. Et plus globalement, depuis le début de l'année, on est au-dessus des normales pour les précipitations. Donc c'est vrai que côté sécheresse, on devrait être tranquille cette année. Super, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est sympa. Merci beaucoup Julien, en tout cas Merci à pour vous, ta Laura. réponse. Vous êtes à court d'idées pour sortir ce mois-ci, ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda. Salut Romain. Bonjour Laura. Alors qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas rater sur Alès Agglomération ce mois-ci ? Alors pour l'agenda du mois de juin, je vous ai sélectionné 3 événements. L'expo de l'année notamment sur Alès Agglomération. Un événement également qui revient chaque année au mois de juin. Et enfin une fête un petit peu particulière qui va avoir lieu à Cruvier-Lascours. Je commence par l'expo de l'année sur Alès Agglomération, Aléchenski sur papier du 20 juin au 2 janvier 2026. Ça va avoir lieu au musée Pierre-André Benoît d'Alès. Venez découvrir les œuvres de Pierre Aléchenski, peintre et graveur belge naturalisé français, figure majeure de l'art contemporain. L'exposition réunit près de 200 œuvres, des dessins, gravures, papier marouflé et autres. Toutes les infos sont à retrouver sur le site du musée qui s'affiche sur votre écran. Ensuite, Laura, je me tourne vers toi. Si je te dis le 21 juin, à quel événement te fait penser cette date ? La fête de la musique. Exactement, la fête de la musique. Et cette année, elle va démarrer même le 20 juin, puisqu'on a une multitude de communes qui jouent le jeu, qui vont proposer des animations musicales aux 4 coins du territoire. Je vous invite donc à ouvrir votre journal d'Alès Agglo que vous allez recevoir dans la boîte aux lettres pour retrouver un encadré en page agenda où vous avez toutes les dates ou toutes les communes qui vont proposer une fête de la musique. Événement particulier dont je voulais vous parler, c'est la fête de l'escargot, la 4e édition qui aura lieu le samedi 28 juin à Cruvier-Lascours, au parc de l'Ancien Château. Alors, la fête de l'escargot à Cruvier-Lascours, c'est quelque chose de très sérieux. Vous allez avoir des concours de déguisement, des concours de dessin, des concours de pâtisserie. D'ailleurs, pour vous inscrire à tous ces concours, on vous met des infos sur l'écran. Il faut se rendre sur la page Facebook, notamment de l'organisation. La fête de l'escargot, donc c'est un programme riche. Vous allez avoir dès le matin à 9h une balade à faire en famille de 7 km. Ensuite, vous allez avoir un marché toute la journée avec des artisans, des producteurs. Ensuite, à midi, un corso avec toutes les personnes, les enfants déguisés en escargot, avec en tête du corso évidemment cette statue immense faite maison de l'escargot, emblème du village. La fin de la journée, un apéritif musical et puis un DJ conclura évidemment cette magnifique journée. Restauration possible sur place, le programme, les informations sur la page Facebook. Vous voulez vous inscrire au concours également, allez-y. Je vous rappelle pour les agendas que vous avez le journal d'Alès Agglo, vous avez le fanzine 7desmondes.fr pour tout l'agenda culturel et puis évidemment alès.fr, le mag. Merci beaucoup Romain pour cet agenda. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Le maire d'Alès et président d'Alès Agglomération vous retrouvera le mardi 24 juin sur son Facebook Live mensuel. Quant au prochain épisode d'Alès Agglo l'émission, il sera mis en ligne le mardi 1er juillet. Au revoir et à bientôt.